Merci beaucoup, Lucille, pour cette très belle présentation. Avant d'en venir aux questions, je voudrais déjà peut-être quand même rassurer toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Premièrement, vous aurez accès, bien sûr, à la vidéo de cette présentation et de l'ensemble de la conférence, y compris les questions en replay, puis sur le site du FFAS. Deuxièmement, je pense que le PowerPoint de Lucille, mais elle va nous le confirmer, sera disponible aussi sans problème. Et puis enfin, si jamais, compte tenu de la masse des questions qu'on a reçues, qui en plus se répartissent entre le chat et la rubrique qui était faite pour ça, la rubrique des questions, si nous n'avons pas le temps ou si nous oublions certaines questions, nous pourrons vous répondre directement ensuite, puisque nous avons les coordonnées des participants et donc des auteurs des questions. Donc rassurez-vous, vous aurez accès à tout et je pense que toutes vos questions trouveront des réponses. Alors, pour en venir donc aux questions, je pense qu'il y a deux grandes séries de questions. Il y a d'abord des questions sur des questions de méthode qui ont été un peu traitées, en fait, après que les questions aient été posées, mais peut-être qu'on peut y revenir. Je dirais qu'il y a une question qui revient assez souvent, celle de la non-représentativité de l'échantillon, que vous avez très bien clarifié. Ceci dit, peut-être faudrait-il dire un mot sur les conséquences que ça peut avoir sur les comportements qui ont été observés et pourquoi finalement on se retrouve avec cet échantillon qui est un échantillon quand même de gens qui sont un peu, je dirais, sensibles aux questions de l'alimentation. Oui, tout à fait. Donc c'est en effet une limite que je mentionnais dans ma présentation. Donc, nous avons utilisé une base disponible au Centre des sciences du goût et de l'alimentation pour le recrutement de ces participants, donc des participants qu'on a pu contacter en fait rapidement grâce à cette base de données pour conduire l'étude pendant le confinement. Et cette base en fait est en effet biaisée puisque les personnes qui sont inscrites dans cette base sont des personnes qui ont envie de participer à des études sur leur alimentation, de venir au Centre des sciences du goût pour participer à des études sur l'alimentation. Et donc, on a en effet une base de données avec plus de femmes et plutôt des femmes avec des diplômes du supérieur. Alors, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui a un impact, c'est sûr, sur les comportements alimentaires, le niveau d'éducation et le sexe. Donc ça, on le sait très bien. Et par exemple, je pense qu'un des résultats que je présente ici, qui est relativement impacté par cette caractéristique de notre échantillon, c'est justement cette place des produits carnés dont je parle, puisque vous avez vu que il n'y avait pas avant le confinement en fait de lien entre sensorialité et consommation de viande, mais on peut se poser la question si ça aurait été la même chose avec un échantillon où il y avait plus d'hommes en fait, puisqu'on sait que ce produit viande n'a pas forcément la même place symbolique et pas forcément dans l'alimentation en fait en fonction du sexe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut souligner. Après, voilà, comme je le disais, l'idée, c'était pas forcément de tirer des grandes généralités sur l'impact du confinement sur les comportements alimentaires au niveau vraiment de la population générale. Après, ce qu'on peut penser, c'est que, mine de rien, on voit en moyenne qu'il y a une qualité nutritionnelle qui s'est dégradée, malgré le fait qu'on soit chez un échantillon plutôt éduqué, plutôt féminin. Donc, on peut se dire que ça a peut-être été, en fait, encore pire chez des populations qui ont peut-être moins de recul sur leur alimentation ou qui ont plus subi le confinement en termes de détérioration de leur qualité de vie et de leur situation financière, par exemple. Alors, je pense que Pierre a été déconnecté et je vais répondre du coup à ces questions-là en attendant que Pierre revienne pour modérer cette session questions-réponses. Mais du coup, il y a une question. Donc, avez-vous regardé aussi avant, pendant et après le confinement? Mais alors ça, du coup, j'ai un petit peu répondu à la fin de ma présentation. Il est prévu que nous fassions une nouvelle étude, un nouveau point de mesure, en fait, 1 an plus tard, donc en avril 2021, pour voir justement comment ont évolué ces motivations, si en fait on revient à un état de base d'avant le confinement en termes de motivation et de consommation, ou si ensuite en fait on est plutôt sur une pérennisation des nouvelles habitudes qui ont été prises pendant le confinement. Voilà.
Voilà, je pense que nous retrouvons Pierre. Donc, Pierre, j'ai répondu à une question en attendant que tu te reconnectes. Ah oui, bon, vous savez les connexions Internet sont toujours un peu aléatoires, bien sûr. Ouais. Donc, j'ai compris que la question de la stabilité des comportements après, des nouveaux comportements après le confinement avait été évoquée. Oui. Vous avez dit dans la conclusion que de toute façon, c'était évidemment la suite du travail. Ça paraît effectivement très logique pour savoir si c'est des comportements transitoires ou si c'est une nouvelle structure stable de motivation qui va intervenir. Donc ça, c'est effectivement un point très important. Je reviens un peu sur les questions de méthodo qui ont été posées. Il y en a une qui est importante parce que qui est la question de la mémoire, c'est-à-dire est-ce que vraiment le fait de poser des questions qui comparent une période qui est passée, puisque le questionnaire a lieu pendant le confinement et on demande ce que les gens faisaient avant, ce qu'ils consommaient avant, ce qui nous renvoie d'ailleurs plus généralement aux questionnaires nutritionnels qui font appel aux habitudes de consommation. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ça, c'est-à-dire sur la fiabilité de ce type de réponses, qui ne sont pas des observations, mais des rappels de mémoire? Alors, premièrement, les outils qu'on utilise, voilà, là, c'est un questionnaire de fréquence alimentaire. Ce sont des outils qui sont quand même néanmoins validés. Donc, un questionnaire de fréquence alimentaire, c'est toujours rétrospectif. Néanmoins, ces outils-là ont été validés par la communauté scientifique. Voilà, en confrontant vraiment ces données déclaratives à des données de vie réelle. Alors, en effet, ce ne sont pas des mesures qui sont parfaites, mais qui ont néanmoins une certaine robustesse. Après, pour l'étude en tant que telle, c'est vrai que c'était un peu particulier puisqu'on demandait aux participants de déclarer leur consommation sur 2 périodes, donc à la fois avant et pendant le confinement. Donc, avec le fait qu'en effet, on peut se dire qu'il y avait peut-être des interférences entre le fait de se rappeler de ce que j'ai fait le mois dernier et puis le mois encore avant. Alors, il y a une chose quelque part, c'est que comme le contexte était vraiment très différent, on a quand même vraiment une marque forte entre les 2 périodes sur lesquelles les participants étaient interrogés, ce qui était en fait le début du confinement. Et puis, comme nous, ce qui nous intéressait, c'était finalement les évolutions. Le fait d'avoir comme ça donc les 2 questionnaires en parallèle, ça permettait aussi aux gens de se poser la question de qu'est-ce qui avait changé dans leur alimentation. Donc, à la fois, voilà, le caractère rétrospectif, c'est en effet une limite, mais le fait d'avoir ces 2 questionnaires en parallèle, c'est aussi intéressant dans notre cas, puisque ça amène vraiment les gens à se questionner sur ce qui a changé. Et comme nous, c'était notre variable principale, je pense que ça a pu, d'une certaine manière, permettre aux participants de se poser vraiment cette question et donc d'y répondre en fait assez précisément. Oui, je suis d'accord. Ça répond d'ailleurs à une des questions qui était posée tout à l'heure sur le fait que finalement, quand on présente les modèles, on a l'impression qu'on décrit un processus très rationnel. J'analyse une motivation, de ma motivation, je déduis un choix. Et la personne qui posait la question faisait remarquer que souvent les décisions sont beaucoup plus liées à des habitudes ou à des mécanismes inconscients, voire réflexes. On connaît bien cette distinction que Kahneman fait entre système 1 et système 2 quand on dans tous les processus cognitifs et surtout de choix et de décision. Et justement, ça c'est vraiment le cœur de notre sujet et de votre travail. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il y a eu un choc qu'on fait l'hypothèse que du coup, il y a un processus de délibération qui n'apparaît pas en temps normal. Et que donc, on a bien cette fameuse expérience naturelle dont je parlais. Voilà. Est-ce que du coup, on a d'autres exemples de ça? Enfin, est-ce que on peut bien voir qu'on a affaire à des délibérations et qu'on est sorti d'un processus d'habitude ou de réflexe, parce que ça pourrait être simplement, voilà, tout d'un coup, je suis stressé, je fais des gâteaux parce que j'ai le temps, et finalement, on n'y réfléchit pas trop, quoi. Oui, je vois tout à fait. Bon, après, pour moi, dans tous les cas, dans une décision, il y a une part d'individu et une part de contexte, en fait. On peut pas, je pense que c'est difficile d'avoir une décision qui est purement, notamment alimentaire, une décision qui est purement délibérée ou une décision qui est purement automatique. Donc, on va quand même avoir des deux. Il y a des choses qui sont quand même restées stables pendant le confinement. Les gens ont moins déménagé. Donc, voilà, je pense que cette part d'habitude,
existait toujours, et puis devant une part de réaction au contexte. Néanmoins, voilà, les réactions au contexte, elles sont pas forcément les mêmes chez tout le monde, et quelqu'un peut se dire bon bah finalement je reste chez moi, je suis beaucoup moins motivée par le fait de bien manger parce que je vois personne, et bon voilà, donc alors que d'autres personnes vont se dire bah finalement c'est tout ce qui me reste, donc je vais au contraire faire beaucoup d'efforts, mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Donc je pense que l'association entre le contexte et le comportement n'est pas la même en fonction des individus. Donc, il y a quand même cette part de décision délibérée et de motivation intrinsèque, en fait, qui rentre en jeu. Ensuite, vous posez la question de est-ce qu'il y a d'autres exemples de situations qui peuvent agir comme ça, comme un choc, en fait, pour changer les habitudes. Alors, il y a une certaine littérature sur justement comment modifier les comportements dans des périodes de rupture, notamment au moment où les gens déménagent, notamment sur leur utilisation des transports, par exemple, où en fait c'est un moment où on peut créer des nouvelles habitudes, ces moments de déménagement, parce que finalement on a moins de repères, donc on prend moins la voiture de manière automatique, et on va peut-être plus se poser la question sur le fait de prendre les transports en commun, par exemple, et le fait de distribuer des tickets de transport permet de mettre en place de nouvelles habitudes au moment où où justement les anciennes habitudes sont un peu moins fortes. Donc, ce sont des choses, dans les théories de changement du comportement qui sont importantes, en fait, ces notions de rupture, et pas seulement dans le domaine alimentaire. Merci. Oui. Alors, on a beaucoup de questions aussi qui sont plutôt liées aux résultats spécifiques, aux produits qui ont été plus consommés, moins consommés. Alors, il y a beaucoup de choses autour de la viande. Des questions qui reviennent en se disant finalement c'est pourquoi d'abord on insiste tant sur la viande, est-ce que c'est si central que ça? Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant pour les questions d'impact carbone de l'alimentation, mais finalement c'était pas tellement, si j'ai bien lu le questionnaire, présent de façon explicite dans les items de motivation qui ont été proposés, en particulier le regroupement de motivations liées au naturel, à la santé et à l'éthique, font pas référence, pas directement en tout cas aux questions d'impact carbone et de dérèglement climatique. On parle de durabilité, c'est une interprétation en fait de ces trois motivations qui sont classiques. Est-ce que du coup ça nécessiterait pas un peu de préciser, ou est-ce que c'est un questionnaire qui doit rester stable dans le temps pour qu'on puisse faire évoluer, voir comment évoluent les motivations, mais du coup on est prisonnier de la conception à un temps T du questionnaire? Alors oui, c'est une très bonne remarque. En effet, on est parti d'un questionnaire, donc un questionnaire qui est validé dans la littérature. Donc au moment où on a lancé l'étude, on n'a pas créé nous-mêmes un nouveau questionnaire qui aurait peut-être plus répondu à nos objectifs, notamment sur ces aspects-là. Et en effet, comme vous le précisiez, dans la dimension que j'ai interprétée, on a interprété comme durabilité, qui inclut santé naturelle et éthique, la question il n'y a pas vraiment de question sur impact carbone ou changement climatique. Il y a des questions sur le fait que les produits soient produits donc de manière respectueuse de l'environnement. Donc, en effet, on peut se dire que c'est pas parce que quelqu'un a un score élevé sur cet axe durabilité que c'est quelqu'un qui est explicitement en fait soucieux du changement climatique, ce qui pourrait expliquer pourquoi on n'a pas de diminution de la consommation de viande. Néanmoins, la diminution de la consommation de viande, le fait qu'elle soit limitée, la viande rouge notamment, c'est aussi une des recommandations du PNNS. Donc, quelque part, la motivation santé pourrait, en théorie, suffire à faire diminuer cette consommation-là. Puis surtout, là où c'est pour ça que j'insiste en fait sur ces produits, c'est parce que dans les résultats, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui, avant le confinement, valorisaient ces motivations-là, consomment moins de viande que les autres, mais que ceux qui ont décidé, en tout cas ceux pour qui il y a eu un changement de motivation sur cet axe-là pendant le confinement comparé à avant, eux ne modifient pas leur consommation. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre des motivations qui sont ancrées, qui existent chez les individus. Alors, depuis combien de temps, en fait, on ne sait pas, puisqu'on a vraiment la mesure à un instant T, mais ceux qui viennent de changer, qui viennent de se reposer ces questions-là, eh bien, pour eux, on voit que c'est un aliment qui ne bouge pas. Donc, en fait, c'est ça qui interpelle. C'est de se dire, les gens pour qui c'est ancré, ces motivations, ils consomment moins de viande que les autres, mais ceux pour qui ça vient de changer, eux ne la modifient pas. Donc, c'est, en fait, voilà, exactement. Enfin, l'étude n'était pas faite pour analyser cette question-là précisément, mais les résultats nous amènent à nous poser la question sur de la place de ces produits carnés.
Oui, alors du coup, ça amène aussi à d'autres questions parce qu'on voit bien que dans les évolutions, bon, plus de fruits et légumes d'un côté, plus de viande de l'autre, etc. On a des choses qui relèvent des motivations, donc ça, c'est ce qui est explicite dans le modèle, c'est ce que vous avez cherché à mettre en évidence. Et mais en même temps, on voit bien qu'aussi cette période de confinement est une période qui est une période de choc, mais où il y a un changement radical des contraintes et des conditions d'alimentation. Par exemple, sur le cas de la consommation de viande, une auditrice me fait remarquer malicieusement que puisqu'il y avait confinement, il y avait donc les hommes qui pouvaient manger à la maison alors qu'ils mangeaient pas à la maison en temps normal, et que du coup, si on tient compte de leur goût supposé plus marqué pour la viande, peut-être que c'est simplement parce que du coup on cuisine pour toute la famille, non plus uniquement pour ceux qui sont présents au foyer, les autres mangeant sur leur lieu de travail, par exemple. On va avoir des modifications de structure qui sont pas liées du tout finalement à des changements de motivation, mais simplement à des changements de la composition de la tablée, ou à d'autres contraintes d'approvisionnement, par exemple, ce qui a été aussi soulevé par certains de nos auditeurs. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là, du coup, quand il y a un changement d'environnement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait aussi tout un questionnaire très détaillé, finalement, sur les conditions matérielles, qui, comme chacun sait, sont souvent quelque chose de très, très déterminant dans les habitudes alimentaires, et en particulier dans la conception d'une alimentation pour la famille, quoi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord et je rejoins, du coup, l'avis de la personne qui a posé cette question. Voilà, c'est vrai. Je pense que les changements de contexte ont pu en fait, voilà. En fait, l'hypothèse, nous, c'était plutôt que le fait qu'il y ait un changement de contexte, ça allait plutôt permettre à ces changements de motivation de s'exprimer en nouveaux choix. Néanmoins, il peut y avoir en effet une résistance. Dans les modèles de comportement, de toute façon, il n'y a pas que la motivation, du coup, les attitudes envers un produit ou le fait de vouloir changer ses motivations. Il y a aussi les normes subjectives et l'auto-efficacité. Et donc, on peut très bien se dire que puisqu'on a un échantillon assez féminin, et ça rejoint un point que je soulevais dans ma présentation, donc c'est très bien, ça me permet de rebondir dessus. Enfin, il y avait peut-être une motivation pour manger moins de viande parmi les répondants, mais quelque part, le fait que ça n'ait pas bougé, la consommation de viande, c'est peut-être dû à des facteurs qui sont en dehors de la motivation et, par exemple, la composition de la famille et qui est à table. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ce côté motivation, pour que l'intention se transforme vraiment en comportement, il faut aller au-delà de ça et il faut réfléchir en termes de normes subjectives. C'est-à-dire que peut-être à la maison, si un repas sans viande, c'est pas tolérable par les convives. Et peut-être aussi qu'on ne se sent pas forcément d'imposer ce choix-là à la maison parce que finalement, pour la paix sociale à table, c'est mieux en fait de faire plaisir à tout le monde. Donc oui, évidemment. Là, on est vraiment nous sur un lien attitude, comportement, critères de choix, motivation, comportement, mais il y a tous les autres aspects qui rentrent en compte et c'est évident. Alors, j'imagine que ça, c'est tout un tas de points que peut-être vous allez intégrer dans l'étude du suivi de ce panel. Parce que ce qui est intéressant, je ne sais pas si on l'a dit, mais peu importe, autant insister, c'est que bien sûr, l'échantillon n'est pas totalement représentatif, mais il a l'intérêt d'avoir une caractéristique de panel, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on peut réinterroger dans le temps. Et donc, du coup, là, en suivant les mêmes individus et non pas en comparant des individus, c'est un peu ce qui est expliqué dans le paradoxe de Simpson au début, on a beaucoup plus de puissance pour regarder ce qui se passe et on peut approfondir. Et là, du coup, et c'est peut-être aussi un des effets collatéraux de cette conférence, c'est qu'avec toutes les questions qui ont été posées, auxquelles malheureusement on n'a pas pu répondre en détail, mais on le fera, je vous l'ai dit, par la suite et par voie de mail, il y a plein d'idées et plein de suggestions qui, à mon avis, sont intéressantes à regarder. Je terminerai juste par une, c'est le fait de voir renverser la perspective, effectivement, parce que, par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient sur les produits. On dit, tiens, on n'a pas parlé des produits laitiers, est-ce que les gens se sont fait livrer des pizzas, est-ce que là? Finalement, là, vous êtes parti des motivations pour aller voir ce qui se passait sur les produits. On peut faire une approche un peu duale, c'est-à-dire regarder pour tous les participants quelles sont leurs consommations qui ont augmenté, quelles sont celles qui ont diminué, et puis ensuite remonter aux participants pour voir qui a eu ce type de comportement, et essayer justement d'aller un peu plus loin que les déductions pour voir
ce qui s'est passé effectivement. Est-ce que c'est une piste que vous envisagez ou pas? Oui, tout à fait. C'est des analyses complémentaires que j'avais faites aussi en partant plutôt des profils de consommation en fait, c'est de voir donc en fonction de certains groupes d'aliments, faire des profils de consommation et puis ensuite de caractériser les gens qui avaient eu ces profils de consommation, donc soit en termes de variables sociodémographiques, soit en termes de motivation. Voilà. Après, là aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de le présenter dans ce sens-là, mais en effet, c'est des pistes intéressantes. Après, c'est vrai qu'on n'a pas, moi j'ai pas fait de focus par groupe d'aliments précis parce que je pense qu'en effet, moi j'étais plutôt au niveau du régime alimentaire global en fait. Au début, je vous présente un score de qualité nutritionnelle globale, donc c'était plutôt ces aspects-là qui m'intéressaient dans mon travail de recherche. Après, je suis consciente que ces données en fait ont vraiment du potentiel pour aller explorer des questions plus précises, soit plus précises au niveau du groupe d'aliments, soit plus précises. Alors, plus précises au niveau des groupes de population, c'est un petit peu plus délicat puisqu'on a quand même moins de variabilité en termes de participants. Mais oui, c'est clair que c'est intéressant. Donc, ce que je vous signale, s'il y a des gens que ça intéresse, en fait, ces données-là, il y a une partie des données qui est disponible en libre accès sur la plateforme Open Science Framework. Donc, c'est les données qui nous ont servi, nous, à rédiger l'article qui est publié dans Appetite. Donc, voilà, moi, je les encourage à aller voir ces données-là si ça les intéresse d'aller un petit peu au-delà de ce que nous, on a pu faire, en fait. Et voilà, évidemment, on collectait des données pour répondre à une hypothèse, pour répondre à un objectif et une hypothèse, donc avec une démarche de protocole expérimental. Mais après, les données qu'on collecte ont certainement d'autres richesses et à titre exploratoire, ça peut être intéressant d'aller voir. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je vois que l'heure tourne et que, bien qu'on ne soit pas à la télévision, il va être temps de rendre l'antenne. Donc, je voudrais remercier déjà tous les participantes et tous les participants pour les nombreuses questions. Redire une fois de plus qu'on prendra le temps d'y répondre en détail. Vous redire que vous aurez accès à tout le matériel de la conférence en replay et sur le site du Fonds français. Vous redire également, avant de passer à d'autres occupations, de bien vouloir répondre aux petites questions du sondage pour nous aider à améliorer cette formule. Remercier Lucile, évidemment, pour tout son travail, la qualité de sa présentation. Remercier Marie-Noëlle et Audrey, que vous n'avez pas vu, mais sans qui rien n'aurait pu se passer ce matin parce que rien n'aurait marché. J'ai pu l'expérimenter par moi-même avec toutes les erreurs de manipulation que j'ai fait avec ces outils de communication à distance qui marchent quand ils veulent bien. Voilà, je pense que j'ai rien oublié et donc merci encore à tous, merci et puis j'espère qu'on vous reverra pour la suite puisqu'il y aura une deuxième partie, je pense à un moment ou à un autre à ce travail qui sera la suite du comportement de nos panélistes, peut-être pendant le deuxième confinement, mais surtout quand tout sera terminé, ce qu'on espère arrivera rapidement maintenant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, j'espère, pour d'autres conférences. Au revoir. Merci beaucoup.